bonjour à tous. Ça va? Oui. Ouais, oui. bien. Impeccable. Bon, deux jeunes étudiants, vous le voyez, puisque je crois que vous vous êtes rencontrés il n'y a pas très longtemps en plus. Oui, on s'est rencontrés cette année lors du DU, un diplôme universitaire gestionnaire de port qu'on a réalisé à Lorient, à l'UBS, du coup, en partenariat avec la PPB. On s'est emparé d'un sujet qui nous a été proposé, puis on a essayé de le traiter au mieux. Voilà, nous présenter ce travail. C'est un peu votre rapport de thèse, rapport de mémoire ce soir, non? Vous l'avez eu déjà ce soir? Il y avait moins de monde. Il y avait moins de monde. Ouais, Ok. ah, micro, on va changer de micro quand même, Gabriel. Mais là, moi, je vous demande quand même, on se met dans les conditions d'un oral. Oui. Coefficient 7. Et nous, on pose les questions avec Catherine. Alors, c'est quoi le principal constat qui doit alerter les ports de plaisance aujourd'hui? On va straight to the point. Le principal constat, c'est qu'on a une population des plaisanciers vieillissants et qu'on pourrait être amené à rapidement avoir des problèmes pour reformer une nouvelle clientèle, pour renouveler la clientèle. Actuellement, l'âge moyen du plaisancier en France se situe autour de 60 ans. On a 30% des plaisanciers qui auraient plus de 70 ans. Et selon une étude menée il y a quelques années par Finistère 360, une étude nommée Cap Plaisance 2035, on pourrait être amené à perdre 80% des plaisanciers d'ici 2035. Alors, face à ce premier constat, on renouvelle des plaisanciers finalement, des plaisanciers qui arrivent de manière régulière, mais il y a un véritable choc générationnel entre les usagers qu'on va appeler historiques, qui ont un rapport passionnel à la plaisance, un rapport ascétique à leur bateau, et généralement issus d'une culture maritime importante à la base. Face à ça, on a des clients qu'on va pouvoir qualifier de consommateurs finalement, avec une culture maritime peut-être moins importante à la base, et des gens qui vont privilégier d'ailleurs l'usage à la possession. On voit bien les copropriétés se multiplier, les plateformes de location, les boat clubs se développer. Alors il y a des raisons à ça, certainement des raisons économiques, je crois qu'on en a parlé tout à l'heure. On voit bien que si on écoute l'économiste Jérôme Fourquet, il nous dit que c'est la fin de la grande classe moyenne et il est beaucoup plus dur pour toute une partie de la population d'accéder au loisir, d'autant plus quand c'est la plaisance qui est un loisir engageant en termes de temps, d'investissement, mais aussi financier. Donc face à ce constat, il y a deux niveaux de réponse à apporter. Il y aura un premier niveau de réponse à court terme qui serait d'essayer de garder les seniors le plus longtemps possible finalement dans les ports, parce que c'est une clientèle qui est exigeante, mais malgré tout qui a des compétences dans le domaine et qui sait de quoi elle parle. Et c'est une clientèle qui a des moyens importants. Les seniors, c'est 40% de chaque marché. Et ils bénéficient aussi de 75% des revenus nets. Donc, quand on a une activité commerciale, c'est délicat de se passer de ce type de clientèle quand même. Et le deuxième niveau de réponse, ça c'est à court terme, disons, et à plus long terme, il faudrait capter une nouvelle clientèle finalement et ouvrir les ports au plus grand nombre. Les attirer des gens, mais c'est pas le tout. Il faudra derrière peut-être les former, les accompagner pour créer le plaisancier de demain. Voilà. Et donc on le voit bien, le port doit changer d'image en fait quelque part. Et vous avez travaillé justement sur le fait de rendre plus attractifs les ports. Oui, alors en réponse au deuxième niveau de réponse à plus long terme, on s'est dit que finalement les ports sont des portes d'entrée vers les loisirs nautiques et il faudra en faire l'outil incontournable de l'accès à la plaisance, mais pour tous. Les ports ont tendance des fois à tourner peut-être un peu le dos à la ville et devraient peut-être se tourner vers la ville, parce que finalement il y a un vivier de personnes qui pourraient se dire, moi la plaisance c'est pas pour moi, mais j'aimerais bien participer à ça. Donc capter un maximum de monde. Les ports ont été créés, les villes ont été créées autour des ports pour des raisons économiques évidentes. Les ports ont un rôle à jouer dans l'espace public, en tout cas appartiennent certainement à tous les citoyens et les citadins en l'occurrence. Alors dans notre réflexion, on a été comparé les stratégies qui avaient été employées dans d'autres secteurs. On a été voir ce qui se faisait au golf, on est allé voir la vente par correspondance. Le golf, pas le golf du Morbihan. Le golf. Le golf. L'autre loisir cher. Voilà. Donc le golf, la vente par correspondance, l'aviation, on voit tout un tas de... Et alors, mis à part l'approche par les prix, qui est évidemment incontournable, finalement, si on veut que les jeunes pratiquent, il va falloir jouer sur les prix. Alors, il y a certainement des leviers.
j'en étais où exactement? Les golfs. Ah oui, on a comparé. Et en fait, le parc de plaisance, on s'est inspiré d'une stratégie qui a été employée en montagne, en fait, où ils se sont dit finalement, les stations de ski ont changé d'appellation, et en changeant d'appellation, ils ont changé finalement le regard des gens sur les stations de ski qui sont devenues des stations de montagne, finalement des espaces expérientiels où en fait on ne vend pas la prestation de ski uniquement, on ne vise pas uniquement le skieur, mais on va viser une population plus large en vendant une expérience montagne finalement. Et on s'est dit, le port de plaisance pourrait être un parc de plaisance et offrir une expérience mer et devenir un véritable laboratoire de l'activité nautique. Voilà, et le parc, ça parle, on imagine un bien public ouvert au plus grand nombre, à l'inverse du port, on imagine plutôt un bien commun réservé aux plaisanciers. Le parc, on imagine aussi un endroit vert, un endroit de promenade, un endroit accueillant, un endroit qui appartient à tous. Des toboggans. Des toboggans, pourquoi pas. Des fontaines. Et voilà. Des pigeons. Et voilà, en fait, la démarche, c'était ça. En changeant l'appellation, on change la perception qu'en ont les gens, et finalement, les gens qui se disent, la plaisance, c'est pas pour moi, c'est un parking à bateau, enfin, les ports sont des parkings à bateau réservés aux plaisanciers, finalement, le parc, il m'appartient tout autant qu'aux plaisanciers. On vient promener les chiens aussi. Mais pourquoi pas? En fait, l'idée, c'est de capter un maximum de gens. Et une fois que les gens s'approprient les lieux en se disant c'est un lieu agréable, si on met en face les moyens pour capter les gens et pour les former, parce que la formation initiale est clairement pas suffisante, et les ports ont certainement un rôle à jouer là-dedans, le niveau moyen de pratique de la plaisance, en fait, la formation initiale ne suffit pas à faire des marins confiants et conscients de leurs responsabilités. Et c'est certainement au port aussi de faire une formation continue et d'accompagner les gens, d'après nous. Oui, très bien. Et d'après tous ces constats, justement, vous avez identifié 4 enjeux stratégiques. Vous pouvez nous les exprimer? Oui, alors simplement, le premier enjeu, ça va être de faciliter l'accès à la mer. En fait, il faut créer un outil incontournable pour que le plus grand nombre de personnes puissent accéder aux loisirs nautiques. Ensuite, le deuxième enjeu, ça va être de rendre les pratiquants autonomes, on vient d'en parler. Le manque de compétences est bien souvent source d'insécurité et peut expliquer la faible autonomie de certains plaisanciers, d'où l'importance de la formation. Ensuite, il faut faire rêver pour attirer. Il faut transmettre la passion de la navigation de plaisance qui, on peut le dire pour l'instant, semble réservée plutôt aux plus âgés. Et donc tout l'enjeu, ça va être d'attirer les nouvelles générations vers un loisir exigeant en investissement personnel, en temps et en argent. Et enfin, le dernier enjeu, c'est de créer une communauté accueillante et bienveillante. En fait, il s'agit de proposer un modèle qui casse l'image perçue de la plaisance qu'on peut percevoir comme un peu trop élitiste ou trop technique, au profit d'une plaisance qui développe une démarche, un esprit d'entraide et de camaraderie, et où le partage des savoirs et des expériences est la priorité. Et donc tout ça, ça suppose un changement culturel, et il va falloir décloisonner les activités, les réunir dans un projet commun et les coordonner. Et pour aller plus loin dans votre travail, vous avez aussi déterminé un modèle, je crois, un modèle avec 4 univers. Est-ce que vous pouvez nous les décrire? Alors, en réponse aux 4 enjeux identifiés, nous proposons un modèle immersif et expérientiel que nous avons appelé Parc de Plaisance. En fait, celui-ci réunit sur un seul et même site tous les services qui contribuent à la détection, à la formation, à l'accompagnement et à la fidélisation du plaisancier. Et donc pour ça, il s'appuie sur 4 univers de services nautiques qui sont autant de portes d'entrée dans le monde du nautisme et qui s'adressent à tous les publics, du simple promeneur jusqu'au marin confirmé. Et donc je peux vous décrire brièvement les univers. Ils vont apparaître en plus. On a d'abord l'univers du divertissement. Son objectif est d'attirer et de donner le goût des loisirs nautiques. En fait, il s'adresse à ceux et celles qui aimeraient naviguer mais qui n'osent pas franchir le premier pas. Et donc il y a deux façons de le faire, soit en réduisant les contraintes liées à la possession d'un bateau, ou soit en proposant du matériel nautique adapté à la faible autonomie du débutant. Ensuite, on a l'univers de l'apprentissage qui est vraiment au cœur de notre parc de plaisance. Là, il s'agit de transmettre les savoir-faire du nautisme et surtout de banaliser le statut d'apprenti plaisancier. Donc, en mettant au cœur du port l'école de plaisance,
On va vraiment intégrer, L'école à tout âge en plus. On forme et on a le plaisancier qu'on souhaite avoir. on forme notre plaisancier. Ensuite, nous avons l'univers de l'évasion, qui là, l'idée c'est d'accompagner le plaisancier dans ses expériences et de lui transmettre la passion de la navigation de plaisance. Et donc pour ça, nous préconisons deux modèles. Une compagnie des guides de mer sur le modèle des guides de haute montagne, et puis un club de cabotage associatif qui va lui permettre un partage des expériences et du parrainage. Et enfin, le dernier univers qui regroupe l'ensemble de notre parc, qui est l'esthétisme. Il s'agit en fait d'une immersion dans le monde de la plaisance. Et en fait, on va théâtraliser, on va mettre en scène toutes nos activités nautiques pour donner naissance en fait à une expérience esthétique qui va dépasser la simple pratique de l'activité. Et donc, ça va permettre que la plaisance soit perçue comme presque un art de vivre. Voilà. Okay. Vous appelez à la transformation, donc vers l'esthétisme, le divertissement, l'évasion. Alors, c'est beau, des belles perspectives, mais s'il ne se passe rien, si les ports ne se transforment pas, c'est quoi les risques ? Le risque, si les ports ne se transforment pas, c'est qu'on se retrouve face à des difficultés budgétaires à un moment. Si les ports ont juste des contrats longue durée, leurs contrats annuels, les contrats longue durée, finalement, ça ne suffit pas. Il faut une plaisance dynamique pour avoir des ports dynamiques et pour subvenir, ne serait-ce que pour entretenir les ouvrages, pour un peu qu'on en ait beaucoup. Puis on se retrouverait finalement à faire du commerce de place sans grande ambition, alors qu'il y a des choses à faire pour faire fonctionner ces ports, à mon sens. Ouais, donc là, c'est vraiment primordial. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui, une question. Oula. Ah, okay. Ne regardez pas, les méduses glissent, attention. Avec esthétisme. Évasion. Bonjour à tous. Ma question, en fait, c'est que votre projet ressemble beaucoup au projet de Marina qu'il y avait dans les années 60, qui ont été vite abandonnés parce que ça s'écartait un peu de l'idée de préserver le littoral et surtout que ça faisait exploser le parc immobilier. Du coup, dans ce cadre, dans quel contexte, en fait, ce serait plus inclusif et pas réservé à un segment de la population privilégiée ? L'idée de départ, en fait, c'est justement pas de faire des ports réservés aux plaisanciers, du parking et plein de bateaux, forcément. On répond à une problématique. Les ports sont déjà grands, il faut bien qu'ils remplissent les places. La démarche, c'est plutôt de faire des lieux de vie, en fait, que les ports redeviennent des lieux de vie ouverts au plus grand nombre et que tous les habitants s'approprient ces lieux-là. Là, nous, on imagine des univers, des services en imaginant des grosses structures, mais c'est pas un parc d'attractions, en fait. On dit juste qu'il faut que le lieu soit attractif avec l'esthétisme, en tout cas une promenade, un belvédère comme au Guilvinec, je pense. On voit par exemple l'exemple de la base, mais il en existe d'autres. La base, c'est un quartier qui appartient à tout le monde, et finalement, il n'y a pas que des plaisanciers, elle est à la base des promeneurs, et tout le monde se l'approprie. Ça appartient aux Lorientais, mais pas que aux gens du territoire en général. Alors, ils ont théâtralisé la course au large, pour le coup, mais nous, on ne veut pas faire un parc d'attractions. On dit juste que s'il y a de l'esthétisme, en tout cas des promenades, on va faire venir du monde. Derrière, un peu de formation, un peu d'accompagnement, et en fait, on va faire tourner la machine, quoi. On crée un cercle vertueux. Tous ces univers sont liés et créent un mécanisme qui fait que le spectateur d'un jour devient acteur pour un futur spectateur, mais il ne s'agit pas forcément de faire une énorme usine à gaz. On répond en tout cas aux enjeux des gros ports aussi, avec des gros ouvrages, et ils ont besoin quand même d'un dynamisme pour entretenir, ou alors voir les choses plus petites. Donc, très adaptable. Julie veut intervenir. Mais oui, faire rêver. Merci Julie, on n'a pas promené son chien. On n'a pas promené son chien, alors que c'est quand même quelque chose qu'on pourra faire aussi dans les parcs de plaisance. Et je crois qu'il y a une main qui s'est levée pour une dernière question. Vous demandez de passer le petit relais à madame. J'avais vu là-bas, désolé. Merci Allez-y. pour votre intervention. C'était une question toute simple, un peu préalable à
toute idée de développement et de diversification des ports. Quelle est la situation actuelle en Bretagne sur la disponibilité des anneaux? Tu veux, j'y vais. Bah, là, nous, on ne connaît pas forcément tout ce qui se passe partout, mais on sait Non, que... mais dans la salle, il y a peut-être des répondants, je ne sais pas, pour pouvoir justement ouvrir les ports aujourd'hui à d'autres clientèles, un renouvellement. Ça dépend des bassins, mais il me semble, alors il y a des gens qui sont là, mais que sur la côte nord, sur la Manche, il y a des ports là, qui peuvent avoir des difficultés à remplir des places. Voilà, après, je ne sais pas, moi je travaille dans un tout petit port, 420 mouillages, il y a assez peu de services, nous on est complet. Après, mais c'est aussi des offres pas très chères. Mais il me semble qu'à terme, les chiffres, quand on dit qu'en France, l'âge moyen du plaisancier est à peu près de 60 ans, bon, on imagine bien qu'à un moment, si on ne renouvelle pas... Maintenant, les nouveaux usagers avec les copropriétés et les locations, en fait, un plaisancier avec un bateau ne sera pas forcément remplacé par un plaisancier avec un bateau. Le constat, il est là. Donc, à un moment, peut-être qu'on va tous être concernés par le manque de dynamisme, si on a besoin de ce dynamisme, en tout cas. Ok, merci. Merci. Merci beaucoup. Alors, vous avez vu, il y a ici un QR code, c'est pour télécharger le mémoire, donc que vous mettez en open source. Cadeau. On peut vraiment vous remercier Merci Marc et Gabriel. et vous applaudir.